l'opposition, le 30 juin prochain, les Togolais seront de nouveau aux urnes pour élire les maires et les conseillers municipaux. Une échéance qui se prépare dans la traditionnelle tension entre opposition et pouvoir, du côté de la coalition des organisations de la société civile. On dénonce déjà une révision des listes électorales bâclées. Quelle serait donc l'issue de ce processus pour l'opposition? Le PNP et le Parti des Togolais ont choisi de boycotter et appellent donc à s'opposer à un énième mandat de forme assimilée en 2020. Ont-ils fait le choix de la raison? Nous poserons la question à nos invités. Ferdinand Haïti, il est le directeur de publication du journal Alternative. Très bien, merci d'être là. Bonjour Claver, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Isidore Kouamou, le rédacteur en chef. Bonjour Isidore. Bonjour Claver, bonjour aux internautes qui nous suivent. Je rappelle que c'est avec vous que nous reviendrons sur les modifications de la constitution togolaise et les attaques terroristes qui continuent de semer de la psychose dans la sous-région. Bienvenue à tous. Ferdinand, l'opposition, cette fois-ci, a décidé de participer aux élections, mais ce qui pose problème, c'est le recensement, la manière dont le recensement a été conduit. L'opposition n'est pas satisfaite totalement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, je crois qu'il fallait s'y attendre. Je pense qu'il y a les médias qui avaient déjà alerté d'un plan de sabotage de ce recensement-là. Nous-mêmes, on a eu écho de beaucoup de choses que nous avons essayé de passer à d'autres confrères parce que cette semaine-là, on n'était pas dans les kiosques. Et comme les médias l'annonçaient, ça s'est exactement produit. Les 3 jours, les 4 jours de recensement, c'était des actes de sabotage prémédités, des actes prémédités, des actes de sabotage. Certains ont parlé de dysfonctionnement. Moi, je pense que le terme est très clément. C'est carrément du sabotage parce que lorsque vous approchez les OPS, il y a des gens qui vous font des témoignages qui montrent que tout avait été planifié pour qu'on ne recense pas le plus grand nombre de personnes parce que c'est les militants de l'opposition qui devaient se faire recenser puisque lors du scrutin du 20 décembre, l'opposition avait boycotté le recensement et tout. Et donc, certains OPS ont eu la pression de la CENI de ne pas recenser beaucoup de monde. Conséquent, vous avez vu des gens qui étaient dans les queues pendant 2 ou 3 heures de temps pour pouvoir se faire recenser. Vous avez des kits qu'on a programmés pour tomber en panne régulièrement pour qu'on ne recense pas beaucoup de gens. Vous avez la CET qui, par moment, faisait le télestage. Et je rappelle que le directeur de la CET est un député de UNIR, mais qui ne siège pas. Et après, vous avez aussi dans les kits, l'ensemble des kits, les composantes des kits de recensement, il y a le groupe électrogène. Et ces groupes-là sont souvent alimentés par l'essence. Mais ce qui est curieux, les OPS se sont retrouvés sur le terrain avec, dans les groupes électrogènes, du gasoil. Et beaucoup se sont retrouvés avec du gasoil. Et lorsque certains ont appelé la CENI, on leur a dit oui, on a mis du carburant, mais on ne sait pas que c'est du gasoil. Il faut enlever le gasoil et chercher l'essence pour mettre à la place du gasoil. D'autres ont été juste, on a juste dit à d'autres, mais écoutez, vous êtes des hommes de terrain, débrouillez-vous. Et donc, c'est des actes de sabotage organisés. C'est ce que nous avons appelé dans la parution de lundi du gangstérisme au niveau de la CENI. Et c'est dommage que, bon, même pour des élections locales, le régime RPT uni ait recours à ces méthodes de voyous-là. En même temps, ce n'est pas étonnant parce que les élections locales, pour eux, représentent un enjeu majeur, notamment les grandes villes, la peur de perdre les grandes villes, d'avoir véritablement devant la face du monde ce que ce régime représente. Et donc, les fraudes au Togo, c'est à la fois en amont et en aval et même pendant le scrutin. Donc, en amont, c'est ce qu'on est en train de faire là, empêcher le plus grand nombre de militants proches de l'opposition de se faire recenser. Et puis le reste, bon, voilà. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Bien sûr, on pouvait. Pourquoi l'opposition n'a pas pu anticiper?
on pouvait s'attendre à tout ce qui s'est passé la dernière fois, d'autant plus que les médias ont alerté l'opinion nationale et internationale avant que ce recensement ne commence. Ce que nous constatons au Togo, c'est comme si le régime RPT-UNI a décidé maintenant de montrer sa face hideuse au monde entier. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas bien faire les choses, d'aller à l'encontre de tout ce qui est norme, ce qui est principe reconnu internationalement. Ce régime a décidé d'aller à l'encontre de tout cela. Ce que nous avons vécu la semaine dernière est déplorable parce que, premièrement, le régime ne s'attendait pas à ce que l'opposition décide d'aller à ces élections. Et lorsque l'opposition a dit qu'elle va au local, automatiquement le régime se perd et a commencé par utiliser son plan B ou C. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec cette révision des listes électorales où les populations, les gens ont fait plus de 3 heures dans la queue, mais finalement, ils n'ont pas pu se faire enregistrer. Ils sont repartis à la maison. Et dimanche, il y a beaucoup de gens. Il y a dans les centres de recensement et de vote, il y a de longues queues, des gens, des centaines de personnes qui sont retournées à la maison la dernière fois sans se faire recenser. Et c'est vraiment déplorable. Vous demandez tout à l'heure, est-ce que l'opposition ne pouvait pas anticiper cela? L'opposition savait que bon, ça allait se produire. Mais comment empêcher cela? Bon, l'opposition n'a pas pu le faire. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Bon, on saura le dire. Alors, Ferdinand, quelle devrait être l'issue de ce processus déjà décrié pour l'opposition? Non, l'issue, on peut imaginer. Ça peut peut-être ressembler à ce qui s'est passé le 20 décembre. C'est des élections qui sont pipées d'avance. Les dés sont pipés d'avance. Le régime a déjà pris une longueur d'avance sur le plan de la fraude, et les faux résultats et tout. D'abord, il faut voir la loi sur la décentralisation même est une loi vraiment biaisée, bidon. Quand vous prenez la répartition des communes, principalement la ville de Lomé, on a fait tout on a tout fait de sorte que Lomé n'est pas un maire central. On a saucissonné la ville et on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que tous les jours qui passent, nous sommes en train de regresser. On est aujourd'hui même, on est retourné à l'âge carrément de la pierre taillée parce que même avant les indépendances, dans les années 40, tout ça, Lomé avait un maire central. Aujourd'hui, plus de 70 ans après les indépendances, ou bien 60 ans après les indépendances, on va procéder à des élections locales et Lomé n'aura pas un maire central parce que le régime en place a peur de perdre la capitale. Et donc le régime a émietté les arrondissements de telle sorte que, bon, à l'issue des élections, il n'y ait pas un maire central qui coiffe tout ça. C'est quand même dommage. Cela pose le problème même de la crédibilité du processus tel qu'il est conduit. On vient de parler de la révision des listes électorales, et il y a la CENI qui est mise en cause. Vous savez, l'histoire des CENI au Togo, c'est la même chanson. Vous avez des gens qui sont dans la CENI depuis des années, sont devenus même des spécialistes de la fraude. Moi, je connais quelqu'un comme Henri Kolani, je crois, c'est son nom. Il est issu d'un parti qui n'existe même plus sur la scène politique, un parti bidon, le PDR. En 98, quand j'étais encore militant, je me souviens qu'il y avait une coalition CAR, UFC, PDR. Moi, j'étais militant de l'UFC à l'époque. Et on faisait des marches ensemble dans la rue. Et ce monsieur était professeur d'histoire, géographie dans un lycée vers Kégué. Et vers les années 2000, il est rentré à la CENI et il n'est plus jamais sorti. Et voilà les gens qui sont les vrais cerveaux de la fraude électorale au Togo. Ils sont dans les quartiers et tout le monde voit le fruit de leur réalisation. Ils ont des maisons, tout le monde voit. Et personne ne leur dit rien. Et ils continuent chaque année, chaque période d'organiser les fraudes, de gagner leur argent. Et d'être toujours parmi nous. Ça, c'est aussi le côté extraordinaire du Togolais, c'est-à-dire la capacité de s'accommoder à des gens qui sont là et qui font constamment du mal. Et donc, ça, c'est la CENI. Maintenant, sur le plan même général,
est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour qu'on tienne ces élections-là? Chacun vous donnera son avis, mais si vous voulez l'avis du journaliste, on peut facilement dire il n'y a pas un fichier électoral fiable, il n'y a pas une CENI indépendante, il n'y a pas une loi de la décentralisation équitable, le pouvoir fait tout pour créer des obstacles pour une véritable élection locale. Au bout du compte, chacun pourra tirer les conclusions de tous les points que je viens de décliner actuellement. Seulement, sauf que bon, l'agenda des hommes politiques n'est pas forcément l'agenda des journalistes que nous sommes. Justement, sur ce plan, il y a un problème qui se pose à l'opposition, c'est l'aporie d'une participation. Faut-il participer ou faut-il boycotter? Est-ce que l'opposition était obligée de participer à ces élections ou bien penser trouver d'autres solutions intermédiaires pour faire changer les choses? Quand vous posez cette question-là aux leaders de l'opposition, des partis de l'opposition, vous diront que quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Ils veulent conquérir le pouvoir, c'est pourquoi ils veulent aller à ces élections. Mais les élections, le processus tel que ça se déroule depuis, jusqu'à ce recensement qu'on a connu tout dernièrement, ça présage le même scénario qu'on a eu à avoir lors des élections législatives en décembre dernier. Aujourd'hui, il y a au moins 3 partis de l'opposition qui disent qu'ils n'y vont pas parce que le Parti des Togolais, le PNP et tout récemment le Parti La Démocrate qui fait partie du reste de la C14 qui a publié un communiqué ce matin qui dit qu'il ne participe pas mais soutient ses camarades de la coalition. Cette position ambiguë là, bon, on en parlera peut-être après. Mais vous voyez, vous avez posé des conditions, à savoir les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Aujourd'hui, les réformes électorales, parmi les réformes électorales, on n'a rien fait de ce côté-là. Et maintenant, vous allez à ces élections. Vous n'avez pas de représentant à la CENI. En 2018, on vous a accordé 8 places à la CENI. Vous avez refusé d'y aller. Vous avez refusé de boycotter. Et aujourd'hui, vous avez... Adi n'a pas prévenu ses camarades du reste de la C14 avant d'y aller là-bas. Il allait à titre personnel. Le cas est aussi là-bas. Il y a deux partis qui sont à la CENI. Mais est-ce que ces partis sont représentatifs, peuvent décider de quelque chose contre la volonté du régime, de ceux qui représentent le régime dans la CENI? Là, cette question, on en doute fort. Ils ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, quand ils décident d'aller à ces élections, personnellement, je crois qu'ils se mènent la corde au cou. Est-ce que moi, je comprends? Là, vous partagez le même avis. Est-ce que l'opposition était obligée d'y aller nécessairement? Je pense que, je venais de le dire tantôt, si vous voulez l'avis du journaliste, je pense que sur les critères objectifs, le bon sens, Isidore vient de le dire, montre que les conditions ne sont pas réunies. Et donc ceux qui disent de ne pas aller aux élections n'ont pas tort sur la base des critères objectifs. On parle du fichier, on parle des réformes électorales, on parle des réformes institutionnelles et constitutionnelles, on parle de la transparence du scrutin. Ces critères-là ne sont pas réunis. Et donc ceux qui l'évoquent pour ne pas aller à ces élections-là, on ne peut pas leur jeter la pierre. Maintenant, ceux qui veulent y aller donnent aussi leur raison en disant on a laissé le boulevard pour le pouvoir le 20 décembre. Là, nous sommes dans un processus d'élection à la base. Il ne faut pas leur laisser les villes, les mairies. Sauf que cet argument est relatif. Mais n'oubliez pas que dans nos partis politiques, la lutte est longue.
il y a des gens qui sont des chômeurs et qui attendent que leur patron, ou je sais pas, leur champion devienne un jour, je sais pas, chef d'État ou accède à des responsabilités pour avoir leur première fonction ou leur premier contrat. Et quand vous voyez un peu, c'est pas de leur faute. En partie, en Afrique, vous voyez généralement la politique, c'est souvent l'exclusion. Celui qui est au pouvoir, il exclut les autres, il neutralise les militants de tous les autres partis, les gens n'ont pas de boulot. Et donc, il y a cette pression-là qui sont dans les partis politiques, les gens attendent depuis des années, certains avaient espéré aller aux législatives, mais il y a eu le boycott. Maintenant, les gens se disent, mais on ne va pas, quand même pas laisser les locales, il faut aller occuper des postes de conseillers municipaux pour voir, espérer gagner quelques pécules. Ça aussi, c'est des réalités. Est-ce que l'arène politique, est-ce que c'est une entreprise? Oui, mais c'est des réalités que moi je décris en tant que journaliste. Vous savez bien comment nos partis politiques vivent. Vous avez plein de cadres, ce qu'on appelle comme ça, des gens qui sont dans les partis politiques, qui n'ont jamais travaillé, qui ont presque 45 ans, 50 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais travaillé, qui attendent leur premier boulot, que ce soit la politique qui leur fournisse leur premier boulot. C'est vrai que certains auraient pu entreprendre, certains auraient pu réfléchir pour trouver du boulot eux-mêmes, créer des activités. Mais les gens sont dans les partis politiques, ils attendent un jour le renversement de la situation pour commencer par travailler. Et ces gens-là, légitimement, excusez-moi, ils ont envie d'aller exercer des choses pour pouvoir vivre. Même si, sur le plan de la lutte politique, ça ne rapportera pas grand-chose au peuple parce que ils vont juste lutter pour leur propre survie. Et moi, je constate ça avec beaucoup d'amertume. Donc, si vous voulez, pour résumer tout ça, moi, je pense que ces élections ne donneront pas grand-chose. Ça permettra à quelques partis de caser certains de leurs militants désœuvrés dans des conseils municipaux, encore que ces gens-là n'auront pas véritablement les coups de franche pour faire quoi que ce soit. Vous savez, parlant de la décentralisation et des élections locales, j'ai fait une expérience assez intéressante, personnellement, au Cameroun. Parce que, vous savez, pendant longtemps au Cameroun, on a dit le pouvoir était trop centralisé, Biya avait tous les pouvoirs dans sa main, et les Occidentaux disaient il faut essayer de diluer le pouvoir de Paul Biya. Il faut aller vers des élections locales, il faut les mairies, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir a compris le jeu qui se faisait et a élaboré des textes et des lois qui lui permettaient à tout moment de destituer des maires pour des accusations farfelues de corruption, de je ne sais quoi, et de reprendre le contrôle des mairies qu'il avait perdu. Je me souviens à 3 reprises, j'étais allé au Cameroun, j'ai fait presque tout le Cameroun pour évaluer des projets. J'étais avec l'ancien ministre François Bokor lorsqu'il était là-bas. On a fait de très grandes villes au Cameroun, des localités perdues. On a vu comment est-ce que le pouvoir, après avoir perdu de grandes villes au Cameroun, a procédé pour récupérer toutes ces villes-là. Et moi, je constate quelque chose comme ça ici, par cette loi sur la décentralisation, qui n'en est pas véritablement une, parce que les gens sont tellement dans les illusions. J'entends les gens dire, oui, c'est les maires qui autorisent les manifestations dans les rues, tout ça, c'est des histoires. Et dès que vous allez voir, tout est fait dans cette loi sur la décentralisation pour que l'opposition ne contrôle pas vraiment entièrement une ville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de candidats indépendants que le pouvoir est en train d'éjecter dans la course, à Néron, à Foucault, un peu partout. On va vous dire que UNI ne sera pas candidat, mais UNI va passer par des candidats du genre Adjouvila qu'on a connus pour organiser les fraudes et donner la mairie à ces gens-là. Et donc moi je pense que au bout de ce processus-là, on n'aura pas grand-chose. Il y a certains individus qui vont peut-être réussir à se caser quelque part, mais ça ne changera pas fondamentalement grand-chose dans la lutte que les Togolais mènent pour l'alternance au sommet même du pays. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc là, on parle d'un processus véritablement verrouillé finalement. Et là, on doit donner raison à ceux qui ont choisi la voie du boycott. Oui. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Oui,
au risque de nous répéter ici, on leur donne raison. Moi, personnellement, je le dis, on leur donne raison parce que tout ce qu'ils ont réclamé, tout ce qu'ils ont demandé pour que ces élections soient transparentes et équitables, les conditions ne sont pas réunies. Donc, pourquoi y aller? Y aller, c'est se mettre la corde au cou. Donc, peut-être ceux qui disent qu'ils vont barrer la route au régime, bon, ils ont les moyens de leur politique et peut-être les villes stratégiques qu'ils visent, ils peuvent les avoir, c'est pourquoi ils veulent participer à ces élections. Bon, sinon, le régime, lui, il a déjà concocté son plan pour ce processus. Ils doivent avoir également les moyens de leur politique. Et c'est vrai que le PNP appelle à la création d'un comité pour barrer la route à Folia-Sindé en 2020, mais jusque-là, on ne propose rien de concret. Ah oui, on lance les idées en l'air comme ça, mais les gens ne se réunissent pas, les gens ne s'enferment pas pour réfléchir en tant que tel sur les trucs-là. Je pense que à la suite du PNP, c'est le parti de ce médecin, comment il s'appelle, Santé du Peuple, oui, voilà, qui a animé une conférence de presse mardi. Il lui aussi demande à l'opposition, à ses camarades de l'opposition, de choisir un candidat unique pour la présidentielle de 2020. Mais pour lui, il est allé loin en demandant que ce candidat unique ne provienne pas de l'opposition traditionnelle, mais de quelqu'un, d'une personne neutre, que ce soit d'ici ou de la diaspora, c'est ce qu'il a proposé. Mais est-ce que toutes ces propositions qu'ils émettent depuis lors, est-ce qu'ils arrivent à se rassembler, à se réunir pour mûrir les idées et choisir une personnalité, porter le choix sur quelqu'un? Bon, c'est ce qu'on ne voit pas jusqu'à maintenant. L'opposition n'en manque pas. L'opposition n'en manque pas, mais c'est la concrétisation de cette proposition qui fait défaut aujourd'hui. Ferdinand, que dites-vous de ceux qui ont fait le choix de ne pas y aller? Non, moi, je n'ai pas à juger du choix des uns des autres. C'est des partis politiques. Ils sont responsables de leurs actes, mais moi, je pars juste sur un certain nombre de critères et de principes. Et je viens de les énumérer ici. Est-ce que les conditions sont réunies pour une élection transparente? Non. Est-ce que le fichier électoral est potable? Non. Est-ce que la loi sur la décentralisation est une loi qui permet aux nouveaux élus demain de gouverner en toute tranquillité les villes? Non. Est-ce que... voilà, vous pouvez aligner les trucs. Et donc l'opposition, voilà l'expression, l'opposition se retrouve dans un dilemme. Et ça aussi, c'est les conséquences de la gestion qu'il y a eu pendant la crise avant, pendant et après le 20 décembre. C'est-à-dire, je veux parler de toute la crise qu'on a traversée et les faux pas qui ont été de part et d'autre commis, surtout par l'opposition, et le manque d'anticipation sur un certain nombre de choses. Vous vous souvenez à la rédaction ici, moi j'avais dit clairement, c'était un avis personnel, qu'à partir du moment où les chefs d'État ont fait une pression terrible pour amener Gilles Christ au bord même de l'humiliation à retirer son dernier représentant à la CENI, l'opposition devait aller prêter serment et rentrer dans la CENI, et ce n'est que de l'intérieur de la CENI qu'elle aurait pu bloquer les choses, et son attitude aurait pu encourager la CEDEAO à aller plus loin, parce que derrière le rideau, c'est des chefs d'État qui faisaient pression sur le régime togolais. On a fait cette discussion à la rédaction ici. Finalement, bon, tous on a fermé les yeux. Et tout ça agit aujourd'hui. Vous voyez, des gens qui, il y a quelques mois, étaient dans cette position-là, et quelques semaines après, certains vont négocier des postes en catimini à la CENI, intégrer la CENI sans même avertir les autres. Vous avez refusé 8 places, vous êtes passé par des détours pour prendre 2 places. Et ce qui est encore surprenant, c'est que depuis qu'il y a les fraudes électorales, et ça aussi on ne le dit pas souvent quand nous faisons les débats, il y a les fraudes dans le recensement, les représentants de ces 2 partis qui sont à la CENI là, je parle du CAR et de l'ADI, ils n'ont rien dit. Même, ils n'ont rien dit, ils ne disent pas oui, nous savons de l'intérieur qu'on a donné des ordres de faire un recensement bâclé, on a saboté les machines, les kits, ils ne disent rien.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai entendu Maître Agbouibo qui dit oui, moi j'interpelle le PNUD, le G5 pour intervenir, pour que on puisse reprendre le recensement. Mais interpelle d'abord ton représentant qui est à la CENI, dire mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc tout ça c'est l'opposition togolaise, la fourberie, la mesquinerie. Et vous savez très bien que pendant des années, il y a eu des représentants de l'opposition dans les CENI et les CELI qui ont participé aux fraudes électorales, en fermant les yeux sur les faux résultats, et en retour, on a donné beaucoup d'argent aux gens, des gens ont conçu des maisons à Lomé ici, qui sont des gens de l'opposition. Je ne parle pas de l'opposition constructive, des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition radicale, qui ont fait carrément carrière à la CENI. Certains même sont des organisations de la société civile proches de l'opposition qu'on a cooptées pour aller à la CENI. Et ils ont fermé les yeux pendant des années sur les fraudes électorales, ils ont gagné de l'argent. Et donc, le Togo est devenu un être très complexe. Et au point que, parfois on se pose la question si on veut vraiment le changement. Parce que là, on a deux représentants de l'SC14 qui sont à la CENI, le CAR et ADI. Et on a organisé un recensement bâclé, on a saboté le recensement, ils ne disent rien, et leurs patrons nous disent, on va saisir le PNUD ou le G5, ça c'est de la comédie ça. Oui, l'opposition a voulu faire un nouveau débat, a voulu prendre un nouveau débat, mais elle a fait carrément un faux pas. Oui, Claver, vous voyez ce qui se dessine maintenant à l'horizon, c'est qu'à l'issue de ces élections, peut-être nous en parlons un peu plus dans la seconde partie, ce qui se dessine, l'opposition va encore crier à la fraude, ils vont vouloir organiser des manifestations et le pouvoir, lui, il est prêt à réprimer avec la restriction des libertés publiques qu'on connaît aujourd'hui. Restez avec nous, Ferdinand. Vous allez rester avec nous pour la seconde partie de cette émission. On marque une pause.